implémenté sur NS2, les résultats, et on va conclure avec petite conclusion. Alors tout d'abord, le réseau capteur sans fil, comme vous savez, c'est composé de deux types de nœuds principaux, donc des capteurs chargés de collecter les informations de ce qu'on appelle le site, ou bien le puits, qui récupère ces informations et les traite pour une éventuelle action. Donc l'architecture du réseau capteur sans fil est divisée en trois catégories, soit une architecture single chip ou bien un palier unique, dans laquelle on a des capteurs homogènes avec un traitement distribué et un stockage centralisé. Donc on a les mêmes types de capteurs, ou bien la deuxième catégorie, des capteurs hétérogènes, mais avec un traitement et stockage centralisé. Et la troisième catégorie, c'est les multi-tiers. Et c'est l'utilisée la plus conseillée pour les réseaux capteurs sans fil, car il offre une certaine souplesse selon l'utilisation. Donc on peut imaginer une utilisation des capteurs de bas de gamme pour détecter en premier lieu l'événement. Après, on déclenche l'appel vers des capteurs plus sophistiqués, donc en deuxième lieu. Et en cas de besoin, on fait appel à des capteurs vidéo par exemple pour détecter bien ou satisfaire le besoin. Alors, les domaines d'application des réseaux capteurs sans fil sont divers. Ils touchent les domaines militaires ou civils, que ce soit les sécurités, l'environnement, l'agriculture, la médecine, domotique ou bien aussi le commercial. Donc, en ce qui concerne cette présentation, on s'intéresse au protocole de routage. Donc, un protocole de routage à deux étapes. Donc, tout d'abord, rechercher le chemin entre une source et une destination, puis transférer les données d'une manière à assurer la qualité de service souhaitée par l'application. Donc, on s'intéresse ici juste au cas géographique. Donc, comme on a choisi le protocole TPGF, qui est un protocole de base géographique dédié pour les réseaux de capteurs multimédia sans fil. Donc, le TPGF, Two-Phase Geographic Aggregated Forwarding, est un algorithme de routage géographique. Donc, la notion de routage géographique est telle qu'un nœud est supposé connaître sa position géographique, celle de ses voisins, et évidemment la destination. Donc, ici, on fait l'abstraction sur le fait que le nœud doit connaître la position de la destination. Donc la connaissance du voisinage est périodiquement mise à jour par les messages échangés périodiquement. Donc le TPGF assure trois fonctionnalités que un protocole de routage dont les réseaux capteurs multimédia sans fil doit être dynamique. Après, la transmission plus court chemin, c'est évident lorsqu'on parle de la transmission dans les réseaux capteurs multimédia sans fil, on a besoin de satisfaire le plus court chemin pour avoir le meilleur délai possible. Et enfin, la transmission multi-trajet, parce que le protocole ici, le TPGF, il est conçu pour réaliser plusieurs chemins, ou trouver plusieurs chemins disjoints. Donc, comme son nom l'indique, le TPGF est conçu de deux phases. La première phase a comme objectif d'étudier les trajectoires possibles de routage. Et la deuxième phase est chargée d'optimiser le chemin de routage trouvé avec le moins nombre de sauts possible. Donc le TPGF assure des chemins. Le deuxième chemin ne doit pas utiliser les mêmes nœuds. Donc ici, un scénario simple de la première phase. Donc la première phase consiste à greedy forwarding. Donc la source en rouge, la destination en vert. On cherche le chemin le plus proche vers la destination, ainsi de suite. Donc ça, c'est le cas idéal, le cas trivial de greedy forwarding. Donc au cas où, par exemple, il y a une rupture ou bien donc il n'y a pas de successeur. Alors par exemple ici, la source va choisir le prochain saut qui est ici. On va faire la méthode step back map. Ça veut dire qu'on va marquer que ce nœud n'est pas il appelle le minimum local parce qu'on on va éviter le nœud qui est le plus proche. Donc, des capteurs peuvent créer ce qu'on appelle des problèmes de cercle. À savoir, on va choisir la méthode d'optimisation qui permet d'éliminer les nœuds inutiles dans ce cas-là. S'il y a une surcharge d'utilisation
distance sur des nœuds par rapport aux autres. Donc on aura une mort précoce de certains nœuds, ce qui induit à une courte durée de vie du réseau. Donc, d'où l'utilité d'introduire l'énergie comme métrique. Donc on a opté vers un compromis entre la distance et l'énergie, à savoir qu'on favorise la distance la plus grande avec l'énergie la plus grande aussi. Donc la distance ici qui sépare le prochain saut de la destination. Et l'énergie résiduelle. Ici c'est l'énergie résiduelle du capteur. Évidemment ici on doit échanger l'information de l'énergie résiduelle entre le voisinage. Donc le travail ici c'était d'offrir ce protocole-là parce que le protocole était implémenté sur une plateforme Java qui ne reflète pas réellement le développement sur le réseau de capteurs ou bien du réseau en général. Et donc l'LS2, comme vous savez, est un simulateur assez puissant et assez répandu dans le domaine des réseaux en général, soit filaire ou sans fil. Donc il mobilise bien évidemment différents protocoles TCP ou protocoles de routage ou multicast. Donc le passage d'AMNS permet de bien évaluer le protocole de routage, à savoir ici le TPG. Donc le scénario qu'on a utilisé est le suivant. On a 10% de la population, c'est-à-dire d'une topologie génère du trafic sévère avec un débit de 16 kbps par seconde. Chaque source démarre et arrête l'envoi aléatoirement. Donc l'objectif est de simuler donc un cas où par exemple il y a plusieurs nœuds qui vont détecter des phénomènes indépendamment dans le temps. Après, la durée de communication est de 25 secondes. Donc on suppose qu'à chaque fois que le capteur va capter une information, il va transmettre l'information durant 25 secondes. Après, il va s'arrêter et il va reprendre les 25 secondes après. Donc la topologie comporte plusieurs signes. Ici, on suppose qu'il y a plusieurs signes dans la topologie. Ça veut dire que chaque source peut transmettre l'information vers un signe indépendant des autres. Donc le but ici de faire une simulation telle que le protocole de routage est réexécuté à chaque fois, à chaque période. Donc la durée de simulation est de 300 secondes. Donc les paramètres utilisés les suivants sur NS2. Donc concernant les résultats, on a trouvé que concernant la première métrique, à savoir le délai, donc le TPGF assure le meilleur délai possible. Donc ici on a utilisé une topologie de 100, 150 et 200 nœuds. Et dans les trois cas, le TPGF a un meilleur délai par rapport, notamment on l'a comparé avec l'AODV, c'est le protocole de base qui se trouve dans NS. Et on a comparé aussi avec notre amélioration, à savoir le ATPGF qui comporte l'énergie. Donc la deuxième métrique, c'est le PDR, c'est le taux de paquet delivery, donc packet delivery rate. Et dans ce cas, l'AODV a un meilleur résultat par rapport aux autres protocoles. Et néanmoins, l'écart entre les trois protocoles n'est pas si important. Donc, la troisième métrique, c'est l'énergie résiduelle. On compare l'énergie résiduelle des nœuds à la fin de la simulation. Donc, on remarque bien que le EATPGF a bien évidemment le meilleur taux possible, à savoir 20% pour 100 nœuds jusqu'à 28% dans 200 nœuds. C'est évident puisqu'il prend en considération l'énergie comme choix du prochain saut. Donc la quatrième figure représente l'énergie. Donc c'est un pourcentage des capteurs ayant moins 20% d'énergie. C'est-à-dire pour voir plus ou moins la distribution énergétique dans le réseau. Donc on remarque bien que l'AODD a une mauvaise distribution puisque plus que 50% des nœuds de la topologie à la fin de simulation ont moins 20% d'énergie. Donc ce qui est un peu donc dommage par rapport à ce protocole qui assure plus ou moins un taux d'énergie plus important.
Et enfin, c'est le nombre de sauts de chaque protocole. On remarque bien que le TPGF assure le meilleur nombre de sauts possible par rapport au TPGF, par rapport à l'AODP. Donc en conclusion, le TPGF est présenté comme un protocole qui satisfait les contraintes relatives à la nature des réseaux de capteurs quotidiens sans fil. L'implémentation sur MS permet l'évaluation de ce protocole sur un simulateur assez étendu. Donc les résultats démontrent un avantage considérable, et cela pour plusieurs mérites. Ainsi, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. La conception et le développement d'un nouveau modèle de détection d'intrusion à base des systèmes multi-agents. En fait, là, je vais vous présenter une étude comparative des différentes architectures de détection d'intrusion à base des systèmes multi-agents, afin de recenser les différents inconvénients et les différents avantages, c'est-à-dire des architectures qui existent sur le marché actuellement, pour proposer en fait une nouvelle architecture à base de systèmes multi-agents. Et donc pour ceci, nous allons adopter le plan suivant. Donc on va commencer par une petite introduction générale sur le sujet, et puis après on va aborder les data. Ensuite on va faire un petit zoom sur les différentes architectures à base d'agents qui existent sur le marché. On passe à la discussion de ces architectures, c'est-à-dire on va recenser tous les avantages et les inconvénients de ces architectures, c'est-à-dire ces architectures sont très limitées. On passe à la conclusion et les perspectives et on finit. On sait très bien l'importance des réseaux informatiques dans notre vie quotidienne. Donc il nous permet de partager l'information, de quand on est menacé par des verticales d'attaque. Donc on peut définir deux approches pour la gestion de sécurité. C'est l'approche préventive et l'approche de détection d'intrusion. Donc pour les systèmes qui existent actuellement, donc ils ne sont pas adaptables aux nouvelles exigences des utilisateurs. Donc c'est pour ça que les SMA ou bien les systèmes multi-agents restent une solution efficace pour gérer la sécurité des réseaux. Donc pour les data, on va faire quelques des définitions sur la détection d'intrusion, les différentes approches qui existent et l'approche multi-agent de gestion de la sécurité. Donc pour la détection d'intrusion, on peut plusieurs événements en temps réel ou bien enregistré. Dont le but c'est de les analyser et puis alerter l'administrateur de sécurité de possibles violations. Donc pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs événements collectés et enregistrés. Pour les différentes approches de détection d'intrusion, nous avons deux grandes approches. Il y a la recherche des signatures connues d'attaque et il y a la définition d'un comportement normal du système. Dans ce cas, on peut citer trois axes, donc la détection d'intrusion, ou bien la détection d'anomalies, ou bien il y a des systèmes hybrides qui compensent certains inconvénients qui existent entre la détection de malveillants ou bien la détection d'anomalies. Donc là, on va faire un petit zoom sur l'approche multi-agent. On peut définir un agent comme étant une entité, ou bien un processus, ou bien ce sont une entité qui est dotée d'une certaine intelligence et qui peut communiquer, qui peut coordonner, qui peut coopérer. Donc il peut apporter une solution efficace pour la gestion de la sécurité. Parmi les propriétés, on peut citer la coopération, la coordination et la négociation. On peut distinguer trois types d'agents principaux. Nous avons des agents délibératifs qui sont dédiés pour gérer des situations qui sont complexes, pour résoudre des problèmes qui sont complexes en se basant sur une base de connaissances. Nous avons des agents réactifs, ce sont des agents aussi qui s'appellent des agents comportementaux, qui sont dédiés à des problèmes qui ne nécessitent pas, c'est-à-dire un grand niveau d'intelligence, ou bien, c'est-à-dire des problèmes de faible complexité. Il y a aussi des agents interactifs. Ils sont distingués par leur comportement de coordination et de coopération. Donc là, on va faire un petit zoom sur les différentes architectures qui existent à base d'agents. Pour les contraintes de génétique et pour ne pas surcharger le papier, j'ai recensé que 6 architectures les plus importantes.
Donc j'ai déjà vu plusieurs architectures bien sûr. Donc on commence par la FIT, qui est Autonomous Agent for Intrusion Detection. Donc en fait c'est un système qui est distribué sur un nombre quelconque de stations au sein d'un réseau. Il est constitué principalement de plusieurs agents. À titre d'exemple, nous avons le premier agent, c'est un agent en fait autonome qui se charge de surveiller certains aspects de l'autre. Il y a le filtre, il y a le récepteur qui est un moyen de communication entre les différentes machines. Il y a le moniteur qui se charge de contrôler les entités en cours d'exécution. Il y a l'interface utilisateur, donc il est en interaction permanente avec le moniteur pour lui donner des instructions et pour recevoir des informations. Donc parmi les avantages de cette architecture, donc, nous avons l'extensibilité de l'architecture, c'est-à-dire à tout moment on peut ajouter ou enlever des agents. On peut adopter aussi de nombreuses politiques de sécurité. On peut activer et désactiver des agents suivant nos besoins. Donc il y a la portabilité des agents sur différentes plateformes. Ils peuvent fonctionner sur différentes plateformes. On peut aussi, il y a aussi la suite d'affectation d'un agent en cas d'arrêt des autres. C'est-à-dire un agent peut prendre le relais si l'un des agents tombe en panne ou il y a un problème. Et parmi les inconvénients, c'est une architecture qui est difficile à mettre en place. C'est une architecture monolithique. Qui dit monolithique, ça veut dire donc il y a un nœud central qui fait la plupart des traitements. Et donc si ce nœud central tombe en panne, donc l'ensemble de l'architecture sera perturbé. On peut aussi, donc ceci, c'est une implication que l'architecture n'est pas évolutive. La deuxième architecture, c'est Mobile Visualization Connection Agent Based DDS. Donc c'est un système de détection d'intrusion intelligent, hybride, caractérisé en incorporant le contrôle temporel pour permettre le traitement en temps réel. Il est constitué principalement de plusieurs types d'agents, comme le sniffer, qui se charge de capturer c'est-à-dire le trafic et de le partager sous forme de segments. Il y a le préprocesseur, donc il fait un pré-traitement, c'est-à-dire de la trame reçue. Il y a l'analyseur qui se charge de faire une première analyse. Il y a le manager de configuration, donc qui se charge de surveiller les 3 premiers agents. Il y a le coordinateur qui se charge de corréler et d'agréger les différents résultats. Et donc tous ces résultats d'analyse seront interfacés à l'administrateur réseau ou système via une interface utilisateur pour gérer des éventuels, c'est-à-dire une vue générale sur les analyses qui sont effectuées. Donc parmi les avantages de cette architecture, c'est une architecture qui est évolutive et comporte un comportement qui est proactif des agents. Elle peut être portable et visualisée sur différentes appareils, différentes variétés d'appareils. Parmi les inconvénients, il y a sa dépendance à un traitement humain. Pour cette architecture, Probabilistic Agent Based, EDS, c'est une architecture qui est basée sur des agents coopératifs ou des agents autonomes effectuent des tâches d'identification spécifiques. Elle est composée de trois agents, comme l'agent de surveillance du système. Son rôle, c'est d'être en permanent avec les fichiers log pour les éventuels traitements et exécutions. Il y a l'agent de surveillance de l'intrusion, permet de détecter les analyses en se basant sur des réseaux bayésiens. Il y a l'agent de registre, qui sert à faire le relais entre les deux agents pour corréler les différents résultats. Parmi les avantages de cette architecture, nous avons c'est une architecture qui est fiable en termes de détection, qui possède des agents qui sont flexibles, et donc elle a c'est-à-dire un traitement qui est distribué et permet de faire une analyse locale et partage de résultats. Donc ceci indique qu'il y a une minimisation du coût de communication. Il y a un inconvénient unique, c'est une architecture monolithique, donc une fois que le nœud central tombe en panne, qui est l'agent enregistre, donc l'architecture sera perturbée.
Dynamic Distributed Intrusion Detection System basé en Mobile Agent with Fault Tolerance. Donc c'est une architecture basée en fait sur un comportement qui est distribué de détection d'intrusion. Donc il limite un petit peu les faux alarmes. Il permet de faire un traitement en temps réel. Il permet de collecter les données, de les pré-traiter et d'envoyer un système centralisé. Il est constitué essentiellement d'un agent host qui permet de protéger le système et de générer un ID événement quand les activités anormales se présentent. Il y a l'agent net qui permet de détecter les intrusions. Donc, il y a la notion de mobilité, donc des agents mobiles sont intégrés au niveau de cette architecture, dont le but c'est de visiter les différents hosts et permet de collecter les différentes informations. Il y a l'agent de décision et de réplication, donc qui permet de coordonner entre les différents agents pour avoir des résultats. En fait, travaille en fonction de l'objectif qu'on lui a confié. C'est une architecture qui est évolutive. Il peut être s'exécuter sur des environnements hétérogènes. Il a un comportement robuste et à tolérance aux pannes. Parmi les inconvénients, donc, il y a toujours l'augmentation du nombre de faux positifs. L'architecture Spider, c'est une architecture de détection d'intrusion qui se compose d'agents autonomes multiples avec des modèles de calcul hétérogènes. Donc, elle est constituée principalement de 4 types d'agents, qui est l'agent backboard. Donc, c'est une node centrale qui se charge de rassembler les différents résultats. L'EDA qui se charge de détecter les intrusions. Il y a l'interface utilisateur, permet à l'administrateur de visualiser les différents résultats. Et donc, pour les inconvénients aussi, c'est une architecture qui est monolithique, donc une fois surveillance, qui se charge en fait de collecter les informations sur les événements qui tournent au niveau du réseau et les intrusions. Les informations. Donc il y a la notion de mobilité des agents aussi. Il y a l'optimisation des réseaux. Donc ceci, nos architectures que j'ai vues. Donc la majorité des architectures sont monolithiques. Il n'y a pas d'évolutivité. Il y a la prise en compte. Il n'y a pas de... Donc voilà. Donc pour l'architecture proposée, donc nous avons déjà vu que la notion de coopération, la notion d'adaptabilité, la notion de coordination. Mais il y a un sujet qui est très intéressant, c'est intégrer, en fait, à proposer une nouvelle architecture, à partir de cas, ou bien le CDR, dont le fonctionnement est le suivant. Donc, nous avons un flux de données, c'est l'agent sniffer, APR, c'est le préprocesseur, agent filtre, IP. Et donc, nous avons un flux de données, donc, qui va être slow garanti, qui permet à un nœud d'accéder sans entrer en contention avec les autres. Et il y a grâce à des paramètres SOBO, les nœuds arrivent à se synchroniser. En fait, ces deux paramètres sont inclus dans le beacon. D'après une étude détaillée qu'on a faite sur cette norme, on a pu identifier quelques problématiques. Le premier problème, c'est que cette norme ne donne pas la possibilité au coordinateur de réserver a priori une part de ressources à certains nœuds que l'on pourrait qualifier de critiques. Donc les premiers demandants sont les premiers servis, ce qui n'est pas une politique de répartition acceptable en termes de qualité de service. Le deuxième problème, c'est que les demandes de réservation de flux de temps GTS et d'association au réseau sont envoyées au coordinateur en utilisant le mécanisme CSMACA. Et comme vous savez, ce mécanisme ne permet pas d'éviter totalement les collisions. Le dernier problème, c'est que même pour les trafics utilisant des GTS, on peut avoir des collisions car la norme 102.15.4 ne permet pas
ne donne pas un mécanisme de communication entre les différents coordinateurs. Nos objectifs portent actuellement à résoudre ces problèmes, tout en améliorant le temps de latence et en prolongeant la durée de vie du réseau le maximum possible. Et merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. On va passer maintenant aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur le site? J'ai une question sur la couche MAC, sur les réseaux partenaires sans fil. On sait bien que ces réseaux, ça permet déjà d'implémenter la notion de priorité, c'est-à-dire de différencier entre les différents trafics qui existent. Est-ce que vous avez une idée sur ce? En fait, ce standard ne prévoit pas un mécanisme de priorité. Il n'y a pas la notion de priorité entre les différents nodes pour différencier les trafics. Non, il n'y a pas ce mécanisme. Donc, vous faites déjà un traitement qui est sans. En fait, notre proposition inclut cette idée. C'est de faire une évasion sur un paramètre de priorité et un paramètre de l'énergie. Voilà. Et à base de ces deux paramètres, on va calculer un autre. Voilà. On va permettre à un nœud d'accéder au canal. En fait, la fonction d'accès au canal est calculée en fonction de deux paramètres. Le premier, c'est un paramètre de priorité pour différencier les nœuds. Et le deuxième, c'est l'énergie. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, sinon, bonne continuation. Merci. On passe. Allez. Sinon, vous allez passer un bruit? Sinon, qui a la clé ou... Là, j'ai déjà la clé. D'accord. On passe à la deuxième présentation qui va être assurée par Madame Yunus Tanel-Husseini. Vous êtes de la faculté sciences de Kilitra. Non, j'ai étudié juste le master en organique, mais j'ai fait mon doctorat à l'université Simon-Guyot de la faculté des sciences ingénieures. Ah, vous êtes SFES. VANET. C'est l'abréviation de Vehicular Ad Hoc Network. C'est un cas particulier de réseau mobile ad hoc, nommé VANET, formé par des véhicules intelligents communiquant à travers des liens sans fil. Il est l'un des secteurs qui influence l'amélioration du système de transport intelligent afin de fournir la sécurité et le confort aux usagers de la route. VANET aide les conducteurs des véhicules à communiquer à coordonner entre eux afin d'éviter n'importe quelle situation critique. L'idée de VANET a été conçue afin de répondre aux trois besoins principaux. La sécurité, c'est-à-dire l'amélioration de la sécurité au bord de la route.
l'efficacité des ressources, c'est-à-dire l'amélioration de la gestion du trafic, dépendamment de l'état de la congestion de la circulation au bord de la route, c'est-à-dire minimiser l'embouteillage. Et le troisième besoin, c'était le système avancé d'aide à la conduite, c'est-à-dire l'aide et l'assistance lors, par exemple, de dépassement de voiture ou dans les intersections. Et les services d'infodivertissement, c'est-à-dire tout ce qui va divertir et rendre le voyage adorable. Comme l'appel téléphonique par exemple, et l'appel téléphonique, la météo par exemple, le bureau mobile, c'est-à-dire la boîte email de la personne et plein d'autres applications dans ce type de service. Voilà une taxonomie des services d'application. On va par exemple la météorologie, les informations pour les voyageurs, l'assistance à la conduite, etc. Donc, dans VANET, on a trois architectures de communication possibles. Communication véhicule à véhicule, et communication véhicule à infrastructure, et communication hybride, c'est-à-dire combiner les deux. On a 4 entités communicantes, c'est-à-dire l'équipement personnel, un téléphone portable, un ordinateur portable ou un GPS autonome, le véhicule OBE, l'équipement de bord de la route, c'est-à-dire l'infrastructure, et l'équipement central. Cet équipement est transparent pour l'utilisateur. Il y a 3 types de messages, les messages de contrôle, les messages d'alerte et les autres messages, c'est-à-dire multimédia et publicité. On a aussi 3 environnements de déploiement, soit la race campagne, elle est caractérisée par une densité de voitures faible, l'autoroute caractérisée par une densité moyenne à forte, et le milieu urbain caractérisé généralement par une forte densité. Les caractéristiques de VANET sont nombreux, mais on cite les plus importants. Il y a la mobilité élevée, chaque voiture. La vitesse de voiture peut varier entre 60 km/h et 120 km/h. Donc cela nous amène à une topologie qui change très rapidement. Il y a aussi le modèle de mobilité prévisible et restreint, c'est-à-dire selon le modèle de la route. Il y a aussi les nœuds de réseau qui sont très abondants, la contrainte du délai, l'énergie qui est illimitée dans les voitures, la localisation par le GPS. Le domaine de VANET connaît plusieurs axes de recherche. Parmi ces axes, on a la sécurité, la confidentialité, le routage, la connectivité et la qualité de service. Nous allons parler de l'axe routage. Donc, pour le routage, les réseaux véhiculaires doivent traiter et acheminer une grande quantité de données, mais il y a différentes contraintes. La plus grande, c'est la nature changeante de la topologie. Alors, la question est comment assurer l'acheminement de ces informations entre les véhicules et l'infrastructure, tout en relevant les différents challenges des VANET. La solution est concevoir les protocoles de routage efficaces adaptés à ce type d'environnement, c'est-à-dire routage soit purement ad hoc, soit via infrastructure. Mais avant de concevoir le protocole, il fallait faire une étude approfondie des protocoles existants qui ont en relation avec les VANET. Donc cette étude nous a mené à la classification suivante. Les protocoles de routage peuvent être classés selon la stratégie de routage ou selon les informations de routage. Pour ce qui concerne la stratégie de routage, elle peut être classifiée selon 5 catégories. L'unicast, c'est-à-dire envoyer les informations d'une source unique vers une destination unique en utilisant le mécanisme de multisource. Il y a aussi l'anicast. L'anicast, c'est envoyer les informations à partir d'une source unique vers n'importe quelle destinataire. Il y a la multicast, définie par l'envoi des informations à partir d'une source unique vers un groupe de destinataires. Elle peut être divisée selon 2 sous-catégories, la géocast et le cluster.
La géocache, c'est envoyer les informations à partir d'une source unique vers un groupe de destinataires qui a les mêmes, qui sont situés dans une zone géographique quelconque ou quelconque. Le cluster, c'est envoyer les informations à partir d'une source unique vers un groupe de destinataires qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même vitesse ou même sens ou autre. Il y a la quatrième catégorie, c'est le broadcast. Le broadcast, le principe, c'est d'inonder les informations dans le réseau en les envoyant à tous les nœuds disponibles. C'est la cinquième catégorie. Donc, c'est tout pour la stratégie. Pour les informations de routage, elle est divisée en deux catégories. Routage basé sur la topologie et routage basé sur la position. En ce qui concerne le routage basé sur la topologie, c'est-à-dire utiliser les informations stockées dans les tables de routage. Il y a le routage proactif dans ce type de topologie, il y a routage proactif, routage réactif et routage hybride. Pour le routage basé sur la position, c'est-à-dire routage basé sur la position, c'est-à-dire utiliser les informations de la position. La position, c'est les informations de la position des nœuds au cours de routage. Ce routage exige que chaque nœud soit capable de connaître sa position et ainsi celle de ses voisins, en utilisant le mécanisme de position géographique. Dans ce routage, on trouve le réseau tolérant délai, le réseau non tolérant délai et l'hybride. Pour le routage proactif, c'est un mécanisme de recherche de route à l'avance, c'est-à-dire chercher la route avant qu'on a besoin de cette route. Et il faut mettre à jour à chaque fois la table de routage. On utilise dans le type de routage deux stratégies, vecteur de distance et état de lien, X-State. Pour le routage réactif, c'est le contraire de proactif. Donc le processus de recherche de route se fait à la demande. Pour l'hybride, dans le réactif, il y a deux stratégies, routing et switching. Pour l'hybride, son principe est de diviser le réseau en deux. Région intérieure, région extérieure. On utilise le routage proactif dans la région intérieure et le routage réactif dans la région extérieure. Pour la DTN, son principe est, c'est-à-dire tolérant délai, c'est-à-dire elle accepte le retard. Elle fonctionne efficacement dans les environnements à faible densité. Elle utilise le mécanisme de store and forward. Pour le nombre de DTN, elle est non tolérante au délai, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas de retard. Au contraire de DTN, on ne peut pas l'utiliser dans les messages d'alerte. C'est-à-dire un message qui doit être vraiment dans le temps exact. Il ne faut pas utiliser le DTN parce qu'il peut avoir des retards et les messages d'alerte, on n'accepte pas le retard. Donc le nombre de DTN, il fonctionne sous l'hypothèse qu'il y a toujours des véhicules pour faire une communication réussie. Il est parfaitement adapté au réseau à forte densité. Pour l'hybride, il est adaptable pour la norme DTN, excusez-moi. On a avec des balises ou pas de balises ou hybride, c'est-à-dire utiliser ou non les balises pour collecter les informations des voisins à un et à deux sauts. Pour l'hybride, c'est soit utilisé soit non. Si on utilise le beacon, c'est-à-dire
soit on a un overlay, soit on a un non-overlay. C'est-à-dire utiliser ou non les nœuds fixes comme repère. Pour l'hybride, il est adaptable selon la situation, soit utiliser un nom DTN ou un DTN. Voilà une classification générale avec des protocoles exemples pour chaque catégorie. Donc, il y a dire, Modicas, donc il y en a plein de protocoles, il y a un large choix. Donc, pour les perspectives, il y a à long terme et à court terme. Pour les à court terme, on doit réaliser une comparaison en faisant des simulations de plusieurs protocoles, de différentes stratégies de routage et dans divers scénarios, pour filtrer les protocoles de routage les mieux adaptés pour l'environnement des manettes. Et à long terme, modifier ou créer un nouveau protocole plus approprié pour les manettes. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre présentation. Là, vous avez classifié les protocoles de routage pour les manettes. Donc, on passe maintenant aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, sinon, j'ai une petite question. Vous savez que ce type de protocole, il y a la notion de mobilité. Est-ce que vous avez déjà passé par une étude sur les modèles de mobilité qui existent? Je n'ai pas entendu, Laurent. Est-ce que vous avez passé par une étude sur les modèles de mobilité qui existent? Modèle de mobilité, non, mais on va utiliser Manette Mobicine qui va nous faire les scénarios. Parce qu'il y a plusieurs scénarios. Oui, bien sûr. Mais on va utiliser normalement NS combiné avec Manette Mobicine et on va simuler. On a déjà on va en premier faire implémenter les protocoles dans NS2 et après faire la simulation avec les modèles de mobilité existants. D'accord. Sinon, merci. Oui. Alors, si vous voulez, vous avez utilisé le mot ad hoc dans le routage. C'est un routage qui est permanent ou bien c'est temporaire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez utilisé la notion de cluster ou bien cluster. D'accord? Est-ce qu'il y a un homologue par rapport à ce qu'on sait au niveau de l'informatique? Est-ce qu'il y a une correspondance entre le cluster qu'on connaît dans le domaine informatique ou bien c'est un terme que vous devez nous expliquer quel est son apport ici dans la mobilité que vous avez étudiée? Troisième question et dernière. C'est un système d'information derrière, n'est-ce pas? Vous allez traiter l'information. Alors, comment vous allez la traiter, l'information, une fois que vous l'avez recevue? Est-ce que vous avez une base de données derrière ou bien un business intelligentiel pour faire une décision après? Comment vous allez traiter l'information? Et merci. D'accord. Merci pour vos questions. Je vais commencer par la deuxième question, c'est cluster. Cluster, normalement, c'est sa définition normale qui fait regrouper ou diviser le réseau en groupes, en graphes, et chaque graphe, voilà. La première, je crois que c'était quoi? Pardon. Ad hoc. L'ad hoc, on utilise tout le temps, c'est-à-dire dans chaque... Parce qu'une structure ad hoc et une information, ça c'est un mot technique qu'on utilise dans plusieurs disciplines. Une structure ad hoc, il a son temps. Et après, on n'a plus besoin de l'introduire dans votre système. Je vous donne un exemple. Dans une organisation, on utilise une unité. Une unité qui va nous rendre pour des finalités. D'accord? Il va nous rendre un service et après, par exemple, des unités projet. D'accord? Une fois que le projet touche à sa fin, l'unité n'a plus d'existence. Ça, c'est ce qu'on appelle une structure ad hoc. Alors maintenant, l'ad hoc, c'est ça ma question. Dans le routage ad hoc, la supposition qui vient dans ma tête, et rapidement, je dis que c'est un routage qui est non permanent. Alors c'est pas vous C'est non permanent. Je crois que c'est non permanent. Alors maintenant, vous me dites que c'est tout le temps.
Je crois qu'elle a déjà expliqué les différents types de protocoles de montage. Il y a les protocoles de montage proactif, réactif et hybride. Non, on reste sur le mot d'abord ad hoc. Voilà, Ce qui il y vient a faire le ici. montage sur les réseaux ad hoc, il y a trois types. Les protocoles de montage proactif, réactif et hybride. Alors, ils Donc, sont tous permanents. Non, alors parce que la topologie ça change, donc à chaque fois il y a la détection. Voilà, c'est ça la différence. Parce que la topologie change à chaque fois, donc on est obligé de passer par le montage ad hoc. D'accord. Mais normalement, dans les voitures dans l'air, on n'a que ad hoc à utiliser. On n'a pas autre. Alors pour La liaison, C'est ma compréhension à moi. On n'utilise que ad hoc parce que c'est des véhicules, donc on a que. Bon, parce que juste pour la. Ad hoc, c'est réseau maillé, donc on Voilà, utilise donc, que le maillé. pour les réseaux sans fil, il y a deux types de technologies, soit les réseaux ad hoc, soit les réseaux infrastructures. Donc la première elle est décentralisée, la deuxième elle est centralisée. Donc réseau ad hoc, c'est juste.
deux points.